Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je reçois Nicolas de Content Square. Salut Nicolas. Salut François. Alors Nicolas, je vais te laisser te présenter, nous expliquer ton rôle. Ouais, donc moi je suis directeur des opérations et directeur des ressources humaines chez Content Square. J'ai rejoint la société il y a 9 ans, à son tout début. Et en fait, je fais partie de l'aventure depuis quasiment le début, puisque j'étais un des tout premiers clients de Content Square quand Jonathan Cherki a monté la boîte. Donc j'ai d'abord été un fervent client, un ambassadeur de Content Square et de ses services. Et puis après quelques années en tant que client, j'ai basculé. Jonathan m'a proposé de m'associer chez Content Square et voilà, j'ai pris en charge toutes les opérations et puis un petit peu plus tard aussi les RH. Mon rôle chez Content Square, ça a toujours été d'accompagner son fondateur Jonathan dans la mise en place, je dirais, de la meilleure organisation et de la meilleure équipe. Et donc voilà, j'ai un scope assez large, les opérations transverses, et je travaille aussi sur les acquisitions et les intégrations des entreprises qu'on a pu racheter ces dernières années. Il y avait combien de personnes quand tu as rejoint Content Square et vous êtes combien aujourd'hui? Alors moi, quand j'étais client, ils étaient deux. C'était Jonathan et un stagiaire quand j'ai signé mon premier contrat. Moi, quand j'ai rejoint la boîte, il y avait à peu près une vingtaine de personnes, je dirais la moitié de stagiaires. Et puis aujourd'hui, on n'est pas loin de 2000. D'accord. Donc une multiplication par 100. Ouais, ouais. Donc j'ai pu voir les différentes étapes et surtout toutes les différentes étapes de scale, hein, de la toute petite boîte à aujourd'hui, une boîte qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus structurée. C'est quoi les grandes étapes que vous avez vécues? Écoute, moi quand je les raconte, alors il y en a beaucoup, mais souvent celles que je sors sont les suivantes. La première, c'est que quand moi j'ai rejoint Content Square, c'était une boîte de service. C'est-à-dire que les clients n'avaient pas accès à une plateforme, ils avaient accès à un service, à une équipe, donc c'est beaucoup plus du conseil que de la tech. Il y avait certes une technologie, mais pas d'accès des clients à cette technologie. Et donc le premier grand bouleversement, je pense, de Content Square, ça a été le changement de business model, une entreprise de service à une entreprise de SaaS. Ça a été un grand changement. Après, il y a eu toute l'internationalisation. Alors tout ça, hein, tout ce que je te raconte, ça s'est fait en parallèle, ça s'est pas fait de façon séquentielle, mais en parallèle de ça, on a ouvert notre premier bureau à Londres, puis Jonathan a quitté la France pour aller s'installer aux US. Donc il y a eu toute l'internationalisation de la boîte, une boîte très franco-française qui tout d'un coup, brum, très rapidement s'ouvre à l'Europe et au marché US. Et puis après, on a eu une nouvelle transformation, c'est quand on a commencé justement à faire de la croissance externe, hein. Après avoir été focalisé sur la croissance organique, on a levé de l'argent et en partie pour faire des acquisitions externes. Et donc on en a fait pas mal, hein, ces dernières années, dont trois assez importantes en termes de volume. Je pense que j'y reviendrai. On a eu le passage aussi en multi-produits, c'est-à-dire qu'au début on vendait un seul produit, une seule offre, et on s'est mis à vendre ensuite une suite de produits. Et puis une grosse transformation autour aussi du multi-segment, c'est-à-dire que pendant des années, on ne s'est attaqué qu'aux clients enterprise, hein, donc vraiment des grandes marques internationales, et à travers une acquisition, petite entreprise, et puis aussi le mid-market qu'on est en train maintenant d'attaquer, d'ailleurs qui est le segment qui représente le plus gros potentiel pour nous. Donc voilà, beaucoup de transformations différentes à différents ordres, en plus bien sûr de devoir faire croître notre organisation et nos process. Donc tout ça en 9 ans. Petite question à ce niveau-là, tu peux peut-être représenter le métier de Content Square, même si aujourd'hui il y en a plusieurs. Vous permettez quoi? Alors nous, on permet à nos clients d'améliorer leur expérience utilisateur sur les interfaces digitales. La façon simple de l'expliquer, c'est que parfois tu vas sur une interface parce que tu cherches une information, tu veux acheter quelque chose, ou tu veux t'enregistrer pour quoi que ce soit. Des fois, tu vis une expérience super, c'est-à-dire que c'est facile, c'est rapide, et du coup, tu deviens un ambassadeur, je dirais, de cette plateforme et de la marque qu'il y a derrière la plateforme. Et des fois, c'est l'enfer. Voilà. Et pour faire en sorte de proposer la meilleure expérience possible, on utilise aujourd'hui ce qu'on appelle des outils de UX Analytics, comme User Experience Analytics, qui permet à toutes les marques, à toutes les entreprises de comprendre si les expériences proposées sont bonnes ou mauvaises et de pouvoir ensuite les améliorer. Et du coup, là, tu nous as expliqué que vous adressiez maintenant différents types de clients. Il y a des clients qui ont été enfin, comment dire, des accélérateurs dans la vie de Content Square. Oh, il y en a eu beaucoup.
il y en a eu beaucoup. On a eu des clients quand même qui ont été ouais, les premiers, je dirais, gros clients de Content Square, à la fois en termes de taille, mais aussi en termes de volume d'activité, qui nous ont fait confiance, puis qui ont fait confiance aussi à nos différentes idées d'innovation, donc ont été un peu des clients early stage. En France, je pense notamment à Orange, qui est devenu un client ambassadeur. Tout à l'heure, on parlait tout à l'heure du Printemps, qui était un client de ton ancienne entreprise, mais qui a aussi été un client très tôt chez nous. On avait eu vente privée aussi à une époque. Donc c'est voilà, c'est des clients qui nous ont qui nous ont fait confiance très tôt et qui ont été un petit peu aussi des clients bêta-testeurs sur toutes nos nouvelles solutions et qui nous ont toujours fait confiance et accompagnés. Ouais. Comment on passe d'une organisation de 20 personnes à une organisation de 2000 personnes? Est-ce qu'il y a des recrutements stratégiques qui ont permis en fait ce passage de cap ou plutôt des strates d'organisation stratégique? C'est une très bonne question. Je pense que chacun a un petit peu sa recette. Moi, je me rappelle d'une discussion qui m'a beaucoup marqué quand j'ai rejoint la boîte, puisque Jonathan m'a tout de suite fait part de l'ambition qu'il avait pour Content Square, et je lui ai dit, bon écoute, moi avec mon profil, hein, qui n'ai jamais bossé que dans des petites boîtes auparavant, euh, je vais pouvoir t'accompagner pendant quelques temps, et puis peut-être que tu auras besoin de quelqu'un d'autre pour la suite. Et lui il m'a dit, non, non, je pense que toi et moi on est pareil, on est curieux et on aime apprendre. Donc mettons-nous en tête d'aller recruter des gens qui vont nous expliquer ce qu'on doit faire et pas des gens à qui on va expliquer ce qu'on veut faire. Et très tôt, en ayant une ambition très très forte, on s'est dit bon bah on va se donner les moyens, donc à travers des levées de fonds et une démarche très ambitieuse d'aller chercher les meilleurs. Et pour te donner un exemple, et ce que je vais te dire, on l'a fait plusieurs fois, ça a été de recruter en avance de phase euh, des gens qui avaient envie, qui avaient une très très forte expérience, qui avaient envie de participer à une aventure entrepreneuriale, qui y croyaient, et qui allaient justement nous apporter de l'expérience maintenant, mais qui allaient être aussi les personnes potentiellement pour nous accompagner pendant plusieurs années. Le recrutement, peut-être le premier recrutement un peu symbolique comme ça, c'est euh, moi j'arrive chez Content Square, on structure la boîte, on développe le premier produit, on commence à le commercialiser, et ça marche bien, on prépare notre levée de fonds, et la seule personne qui arrive vraiment à vendre, c'est Jonathan. Donc on a un problème de scalabilité des ventes parce que tout est centré sur lui. Et puis, il y a quand même dans l'organisation une méconnaissance de l'univers SaaS, de son mode de fonctionnement et comment est-ce qu'on adresse le marché efficacement en France et à l'international. Et on se dit, bah, on va aller chercher quelqu'un qui a fait ça pendant 20 ans ou 15 ans et qui a une super grosse expérience et qui va s'associer avec nous. Et donc, on se met à chercher, et puis on a la chance de recruter Pierre Casanova, qui était chez Adobe avec plus de 20 ans d'expérience, qui à ce moment-là drivait des équipes de plusieurs centaines de personnes et qui rejoint Content Square avec deux vendeurs euh, et avec ce pari de dire bah, c'est lui qui va nous accompagner pendant des années. Donc Pierre arrive et c'est lui qui nous structure tout. Hein. C'est-à-dire qu'on l'onboard, on lui présente le produit, l'organisation, notre vision, ce qu'on a envie de faire, mais c'est lui vraiment qui fait et qui gagne très vite la confiance de Jonathan, la confiance du groupe, et puis qui devient le maître à bord. Et c'est toujours lui qui fait ça. Là, il vient tout juste de passer le flambeau à quelqu'un qui va nous accompagner sur la prochaine étape avec un profil américain, plus international. Mais voilà, Pierre a fait ça pendant 7 ans et on a fait ça sur pas mal de fonctions, comme ça en allant recruter des sachants très expérimentés qui viendraient compléter vraiment l'organisation, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous arriviez à les attirer? Alors ça sera souvent ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit que bon, il y a un peu un coup de foudre. Hein. Déjà, c'est forcément quand on rejoint une boîte, on rejoint un groupe de personnes. Donc, je pense qu'il y a la personnalité de Jonathan déjà qui est forcément ultra forte et ultra singulière. Le projet, les étoiles qu'il a dans les yeux quand il en parle, et donc il a une capacité, comme moi il avait fait avec moi, à t'embarquer, quoi. C'est-à-dire que tu as vraiment envie de rejoindre l'aventure. Je pense que c'est vraiment une aventure collective. La grande force voilà, de Jonathan, il me bluffe tous les jours là-dessus, c'est il est très humble, il est très conscient de où il est bon, il est très conscient de où il est pas bon, et donc il sait s'entourer, d'aller tout de suite chercher les bonnes personnes qui vont savoir faire
des trucs que lui sait pas faire ou qu'il a pas envie de faire. Euh, et je pense que donc du coup, il y a une équipe, voilà, il y a vraiment une équipe qui se monte derrière l'entrepreneur. Et donc c'est une aventure collective et les gens ont envie de rejoindre cette aventure collective. Puis bien sûr, bah, il y a un projet. On rejoint aussi une boîte pour le projet, pour la vision. Nous, on est persuadé qu'on a le bon produit au bon moment et que, enfin, on avait déjà très tôt cette certitude qu'on pouvait créer un leader mondial. Et on n'a pas 36 000 fois l'occasion de faire ça dans sa vie. Donc je pense que les personnes qui nous ont rejoints sont tombées amoureux de l'équipe, du projet, et puis de cette perspective assez unique de créer un leader mondial, en sachant qu'ils n'auraient pas 36 000 fois l'occasion de faire ça dans leur vie, quoi. Du coup, enfin, j'imagine que faire venir des talents, c'est un peu aussi comme aller chercher des acquisitions, où vous allez chercher des choses qui vous complètent. Comment ça se passe justement vos acquisitions au sein de Content Square? C'est vous qui avez été plutôt acheteur? C'est plutôt des gens qui sont venus vous voir? Ça se passe comment? Alors nous, comme je l'ai dit, on a eu une ambition très forte très tôt, c'est de se dire, bah voilà, nous on n'est pas là pour faire un coup, on est là pour les 30 ou les 40 prochaines années. Si on meurt avec cette boîte, on sera content. On a envie de faire quelque chose de grand et de prendre le temps de le faire. Et donc, on a une vision à très long terme, et cette vision, elle se matérialise par une vision assez claire de où on sera dans 5, 10, 15 ans, à la fois sur notre couverture géographique, hein, ben, de toute façon, on veut être global, mais en sachant que pour être global, il faut d'abord être fort en Europe, puis très vite, il faut être fort aux US, et ensuite, il faut être fort en Asie. Il faut avoir une vision assez claire sur où va notre produit. Alors même si cette vision, elle est alimentée et elle est mise à jour régulièrement, on a quand même une vision assez claire de ce qu'on veut faire de notre produit, de notre offre, et surtout de ce qu'on ne veut pas en faire. Donc les endroits où on n'ira pas et les endroits où on souhaite aller. Et puis même chose sur d'autres éléments, comme par exemple les segments de marché dont je parlais tout à l'heure. Donc on a drafté une vision assez claire de tout ça, et on s'est dit maintenant il faut qu'on aille le plus vite possible dans toutes ces géographies, à développer tous ces éléments de notre produit, et puis sur ces différents segments de marché. Et on s'est dit, soit on va y aller en organique, soit on va y aller à travers de la croissance externe. Et donc, ben voilà, une stratégie assez claire hein, de où est-ce qu'on pouvait aller chercher de la croissance externe. Et puis, alors nous, on ne travaille pas avec des cabinets. En fait, c'est un sujet sur lequel Jonathan est très présent aujourd'hui. Enfin, depuis qu'on a une organisation qui est solide, c'est un des sujets de prédilection de Jonathan. Donc, on a une équipe en interne, à la fois de M&A, donc sur tout ce qui est identification, négociation, closing des deals de M&A, et puis une équipe PMI, donc post-merging intégration, qui se charge ensuite des intégrations. C'est deux équipes différentes mais qui travaillent en étroite collaboration. Et du coup, voilà, bah, cette équipe travaille avec Jonathan sur voilà les cibles qu'on pourrait approcher. Et pour répondre à ta question sur les 8 acquisitions qu'on a faites, alors j'ai pas de stats, mais je dirais que la moitié, ce sont des opportunités qui sont venues à nous, et l'autre moitié, voilà, c'est des initiatives que nous avons prises, et souvent de longue date. C'est-à-dire que Jonathan a très vite et très tôt tissé des relations et des bonnes relations avec nos concurrents, avec des concurrents sur des marchés un peu adjacents. Et si je prends l'exemple de HIP ou de Hotjar, dont on a fait l'acquisition ces 18 derniers mois, c'est les entreprises avec lesquelles Jonathan discute depuis près de 10 ans en fait. Donc voilà, tout ça, ça s'entretient, mais ça se formalise comme ça. C'est pas des c'est pas des petites acquisitions que vous avez faites. Comment on fait le lien entre ces entreprises et une entreprise de 2000 salariés qui doit avoir déjà une culture très forte et même plusieurs cultures vu que vous êtes sur plusieurs territoires? On a quand même une... Oui, alors bien sûr, il y a des cultures dans les différentes géographies, on peut dire comme ça, mais la culture quand même de Content Square, elle est assez forte et je dirais qu'elle est assez globale. Malgré tout, on a voilà, une culture qui est assez forte. Euh, Écoute, quand on a fait notre première acquisition, qui était en plus pas une petite acquisition, hein, c'était en 2019,
moi, j'avais jamais fait ça, Jonathan non plus, et donc dans ces moments-là, on fait ce qu'on a toujours fait dans cette boîte, c'est qu'on parle beaucoup avec le marché, avec nos pairs, Mm. avec nos camarades de la French Tech et ailleurs, avec nos investisseurs et avec nos consultants. Et j'ai retenu quelque chose, moi, c'est que il y a quand même deux acquisitions sur trois qui créent pas de valeur. Mm. Et dans la plupart des cas, le problème, c'est l'intégration des équipes et notamment lié à la culture d'entreprise. Et donc, ça m'a vraiment marqué. Je me dis, mais c'est pas possible, on va pas faire des acquisitions et se planter deux fois sur trois. Donc, on a pris énormément de précautions pour bien travailler nos projets d'acquisition et surtout nos projets d'intégration, et notamment autour de la culture d'entreprise. Et j'avais un petit cabinet, d'ailleurs avec lesquels je travaille toujours, qui est devenu gros maintenant, qui s'appelle Fly the Nest, qui travaille sur la culture d'entreprise et à qui j'ai demandé de... Donc ils avaient travaillé sur la culture de Content Square, ils nous avaient aidé à formaliser notre culture, nos valeurs, et tout un tas de sujets chez nous. On était très contents et je leur ai demandé de m'aider sur les acquisitions à faire une sorte d'audit de culture. C'est-à-dire à chaque fois qu'on rachète une boîte, d'être très conscient des différences culturelles entre ce que fait entre Content Square et la boîte, et du coup d'avoir un plan d'intégration qui peut être plus ou moins rapide en fait. Et quand je dis plus ou moins rapide, c'est que des fois, ça se passe en quelques semaines. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait l'acquisition, on fait l'intégration extrêmement rapide. Et pour d'autres, ça met plusieurs années. Et justement, parce qu'on part du principe que les cultures sont très différentes et qu'il y a besoin de prendre du temps, en fait, et de régler un certain nombre de sujets ou de s'acculturer avant de pouvoir faire l'intégration. Donc, on prend énormément de temps et de précautions par rapport à ça. Je dis pas que c'est parfait et qu'on réussit tout le temps. On s'est pris aussi de temps en temps les pieds dans le tapis. Mais globalement, ça nous a énormément aidé et empêché de faire des grosses erreurs, je pense. Justement, la culture, tu dis qu'elle a été formalisée. Tu pourrais nous la décrire un peu, la culture et les valeurs de Content Square? Oui, on a plusieurs. On a une culture qui est basée autour de plusieurs valeurs. Je les reprends là parce que j'ai tendance à les oublier. La plus importante pour moi, c'est une qui s'appelle Go Beyond. Euh, je l'ai dit à plusieurs reprises, on est vraiment très ambitieux. Et donc, il y a toujours cette idée de repousser les limites et de se mettre un petit peu en danger, hein. Donc, c'est un grand message qu'on fait passer à nos équipes, c'est de dire sky is the limit, on est très ambitieux et pour construire ce qu'on a envie de construire et pour aller à la vitesse à laquelle on a envie d'aller, on doit aller vite et donc prendre des risques. Donc il y a cette culture de la prise de risque, de pas toujours tout border. Alors certes, plus on grandit, plus quand même on prend des précautions, mais il y a toujours cette culture très forte du dépassement et de la prise de risque. Il y a un autre élément qu'on appelle Love the Journey, qui est super importante pour nous, qui est super importante pour moi, c'est que tu disais tout à l'heure, passer de 20 salariés à 2000 en 9 ans, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de pression. Comment tu arrives à t'éclater, à prendre du plaisir? Et on a toujours cultivé ça, c'est ce fait de se dire, bah, on organise beaucoup de célébrations chez Content Square, beaucoup de rendez-vous, même si on a des gens qui sont en full remote, on les fait venir au bureau, on organise des off-site avec les équipes, etc. On veut que les gens créent des liens et des liens forts, et puis on veut que les gens au quotidien soient sérieux sans se prendre au sérieux. Donc c'est vraiment ça, c'est love the journey, c'est prenez du plaisir, prenons du plaisir, et que tout ça se fasse pas dans la labeur, mais vraiment juste dans l'éclate autant que possible. Euh, et puis on a vraiment à cœur il y en a une autre, il y en a d'autres, il y en a plus, encore plus de valeurs, mais il y en a une qui est plus importante, c'est ce qu'on appelle In It Together, c'est vraiment de cultiver cet esprit collectif et pas individualiste. Euh, on fait très attention aux gens un peu politiques. Euh, euh, Plein d'anecdotes aussi que je pourrais raconter où on a toujours fait en sorte, que ce soit au niveau de l'équipe fondatrice ou même de l'équipe de direction, de toujours prendre des décisions et de montrer que toutes les décisions qu'on prend, elles sont pour l'entreprise d'abord et pas pour nos petites carrières personnelles en second. Alors c'est plus facile effectivement quand tu es associé, quand tu fais
quand tu as plus un statut d'associé que de salarié, mais voilà, moi j'ai souvent des gens qui arrivent, avec qui je questionne, alors qu'est-ce que t'aimes dans cette boîte et qu'est-ce que t'aimes pas après quelques semaines, et ils me disent, il y a un truc que j'adore, c'est que toutes les boîtes dans lesquelles je suis arrivé, j'avais l'impression que voulait me tirer dessus, que j'avais déjà des ennemis, des gens qui voulaient ma place, des gens qui n'étaient pas contents. Et dans cette boîte, tout le monde t'aide, tout le monde a l'air de content que tu arrives, tout le monde te donne l'impression d'avoir envie que ton succès va être le leur, quoi. Voilà, c'est pas évident à scaler, à conserver, mais c'est une valeur pour laquelle on continue à se battre. Pour associer tout le monde dans cet esprit d'équipe, vous avez mis en place des process particuliers, des façons de rémunérer les gens sur la performance globale ou c'est l'état d'esprit des personnes? Alors, je pense que c'est un état d'esprit, déjà, et puis aussi, effectivement, tout le monde est actionnaire de la boîte. C'est-à-dire que chez Content Square, on fait rentrer au capital tous nos salariés, et également ceux dans le cadre d'une acquisition. Hein, boum, on récupère les actionnaires ou alors on fait des salariés, des actionnaires. Donc, on a 100% de nos salariés qui sont porteurs d'actions ou de stock options. Avec en plus la possibilité régulièrement de renforcer ta présence au capital à travers des promotions ou simplement des systèmes de récompenses qui sont mis en place progressivement. Donc il y a une part assez importante du capital aujourd'hui qui est détenue par les salariés de la société. On veut continuer à faire ça et on continue à le faire. Là encore, dans les semaines à venir, on va continuer à le faire et pour leur montrer que voilà, c'est on partage la valeur créée. Bon, tu parles des acquisitions, là tu viens d'en parler. Comment se passe justement une acquisition de votre côté? Le volet culture, donc tu as dit qu'il y avait cet audit. Vous faites attention à quoi en particulier? En fait, on fait surtout attention à bien comprendre le mode de fonctionnement. Et quand je dis le mode de fonctionnement, c'est des choses aussi simples que les horaires de travail, comment est-ce qu'on organise une réunion, euh, comment se déroule une réunion. Tu as des entreprises où on va pas, tout va se passer pendant la réunion et puis on va pas trop anticiper avant. Et puis tu en as d'autres où tout est anticipé avant. Et soit d'ailleurs on fait même pas de réunion, tout est en travail décalé, c'est-à-dire chacun travaille de son côté, et voilà, soit il y a vraiment plein de modalités. Euh, la façon dont les décisions sont prises, est-ce qu'elles sont centralisées, est-ce qu'elles sont décentralisées. Donc voilà, on a tout un scoping de tout ça, et si jamais on voit que on n'est pas très différent et qu'à travers de l'acculturation, de l'éducation, de la formation, on va pouvoir intégrer tout le monde facilement, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait dans la plupart des cas. Si jamais vraiment les différences sont majeures, ben on va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps et on va garder les équipes séparées le temps d'avoir fait un minimum de réajustement, quoi. On sait que souvent les entreprises qu'on rachète ont une forte dépendance de leurs fondateurs. Comment vous sécurisez ça, vous? Alors, ben, déjà, il faut bien comprendre le niveau de dépendance. Est-ce qu'il y a vraiment cette dépendance ou pas? Même si dans la plupart des cas, bien sûr, elle est là. Et puis elle se matérialise sur quoi exactement? Est-ce qu'elle se matérialise plutôt sur la partie business, sur la partie management, sur la partie technique? Donc on essaye de bien d'identifier, puis après on met en place des mécanismes un peu classiques d'earn-out, ce qui nous permet de sécuriser la contribution du fondateur en question ou de l'équipe fondatrice pendant quelques temps. D'ailleurs, c'est rarement le fondateur seul, hein, c'est un groupe d'individus, ça peut même être un groupe assez large. Hein. Donc on sécurise ça à travers différentes mécaniques d'earn-out ou des mécanismes de rétention, quitte dans certains cas à les réajuster quelques mois ou quelques années, enfin généralement plutôt quelques mois après, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a moins de dépendance que prévu, et voire même on a quelqu'un qui a plutôt envie de quitter l'aventure. On se rend compte que pour les biens de tout le monde, de l'entreprise, des anciens leaders, il faut peut-être en fait couper le cordon plus rapidement que prévu. Et ça nous est arrivé plusieurs fois de le faire. Mais en tout cas,
au moment de la prise de décision et au moment du début de l'intégration, généralement, on sécurise effectivement l'équipe fondatrice et ce qu'on appelle les key people pendant une certaine durée de temps, quitte à raccourcir après coup. Le les acquisitions que vous êtes amenés à faire, elles sont, j'imagine, pour vous enfin, c'était plutôt des acquisitions technologiques, plutôt des acquisitions, géographiques? Alors, Est-ce bah, il y a-t-il des façons différentes de les traiter? c'est les trois éléments que je t'ai décrits, c'est-à-dire on avait donc cette vision multi-segment, multi-géographie, multi-produit. Et donc aujourd'hui, certains, si on prend l'exemple de notre première grosse acquisition Clicktel, Clicktel fait la même chose que nous, s'adresse au même type de clients aux US, numéro 1 aux US, Content Square numéro 1 en Europe. On rachète Clicktel et on devient le leader global sur notre segment Enterprise. Hotjar, racheté il y a 2 ans, même chose que Content Square, même promesse, je dirais, mais SMB, petites et moyennes entreprises. Voilà, donc on rachète l'entreprise pour pouvoir devenir multisegment. Et puis après, on a l'exemple de HIP qu'on a racheté récemment, ou d'autres boîtes françaises comme Pricing Assistant, où là c'est vraiment notre vision produit, c'est-à-dire qu'on sait que on veut aller développer des fonctionnalités de product analytics. On rachète HIP. Soit on le fait nous-mêmes, soit on rachète HIP, et on pense que HIP, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, en plus de récupérer un portefeuille de clients existants aux US. Euh, voilà. Donc c'est effectivement les trois ordres. Généralement, c'est segment, produit, géographie. Est-ce qu'il y a des différences? Écoute, non, on n'a pas senti de différence particulière en termes de, voilà, de process d'acquisition, je dirais, ou de process d'intégration. Vraiment, les différences majeures, elles se font une fois de plus sur les éléments de culture d'entreprise. S'il y a peut-être une différence particulière, c'est que euh, notre machine à vendre chez Content Square, c'est une machine euh, à la base qui est basée sur vraiment euh, la mise en place d'une équipe de commerciaux. Donc nous, quand tu t'adresses au marché enterprise, tu vends à travers des vendeurs. Donc tu mets en place une équipe de marketing, de sales, de customer success. Tu es obligé de la dupliquer dans les différentes géographies. Euh, et c'est vrai que ce modèle économique est très différent d'une boîte, par exemple, comme Hotjar, qui avait 0 vendeur et qui avait un produit vendu partout dans le monde à travers un site web. Et donc ça peut générer des cultures d'entreprise, effectivement, mais on revient quand même au sujet de la culture d'entreprise, méthode de fonctionnement, mode de fonctionnement, assez différent, parce que chez Content Square, tu as quand même une culture géographique, tu as quand même une équipe sales, marketing, customer success aux US, tu en as une en France, tu en as une à Londres, tu en as une à Munich, tu en as en Espagne, maintenant tu en as à Singapour, alors que dans certaines boîtes qu'on a pu racheter, comme c'était le cas par exemple de Hotjar, il y a une équipe mondiale, globale, et donc voilà, ça génère des différences de fonctionnement euh, et donc des challenges supplémentaires en termes d'intégration. Et après, en termes d'intégration, c'est des équipes ou des produits qui ont vocation à rester, à être complètement intégrés dans la stack Content Square, ou vous, du coup, vous maintenez, vous n'avez pas forcément un effort de rationalisation technologique entre les différents produits? Euh, alors, quand on fait de l'acquisition de produits ou de techno, il y a toujours une volonté d'intégration minimum. Euh, je ne crois pas qu'il y ait une seule acquisition. On s'est dit, on a un produit, on va pouvoir le laisser comme ça à côté, sauf pendant une certaine période de temps, le temps de définir comment est-ce qu'on allait l'intégrer euh, je dirais, à la techno Content Square. Euh, donc pour répondre à ta question, non, il y a systématiquement un objectif d'intégration qui, comme pour l'équipe, peut être une intégration plus ou moins rapide en fonction de la difficulté et puis de nos priorités roadmap, je dirais. Donc il nous est arrivé de déclencher des intégrations immédiatement ou alors de dire non, on attend 18 mois, on va laisser le produit continuer à tourner comme ça et on fera l'intégration plus tard parce que là on a d'autres priorités sur notre roadmap produit et tech.
À quel moment vous commencez à réfléchir à l'intégration? Au moment de l'acquisition, avant même d'avoir fait l'acquisition, hein, faut qu'on ait ce qu'on appelle une thèse, et puis il faut qu'on ait une stratégie. Euh, et on prend notre décision finale au regard de cette stratégie d'intégration. Alors, elle est jamais aussi peaufinée qu'au moment où tu la déclenches vraiment, parce que ça nécessite quand même beaucoup de temps, et puis ça nécessite d'impliquer beaucoup de monde. Avant de signer un deal, tu essayes d'impliquer le moins de personnes possible dans ton organisation, aussi pour des questions de confidentialité. Donc, on a quand même systématiquement un projet qui est clair, euh, et une thèse en termes de même on a un plan financier. Nous arrivait par exemple de racheter des boîtes en étant extrêmement clair sur la trajectoire PNL de cette entité à 12 ou 18 mois pour voilà, qu'elle s'intègre parfaitement dans notre trajectoire financière et qu'elle ne vienne pas trop la compromettre. Mais voilà, au moment de la signature du deal, je dirais qu'on a quelque chose de d'assez précis quand même. On sait où on va. Et ensuite, on se laisse généralement 2-3 mois pour finaliser un plan beaucoup plus précis et lancer son exécution. Et dans le podcast, il y a Jérémy Mani qui était intervenu une fois, qui avait raconté, lui, il s'est fait racheter par Webhelp. Il expliquait que dans son process, dès le début, en fait, Webhelp avait défini un parrain qui allait lui présenter le groupe et lui ouvrir un peu les portes au sein du groupe. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques comme ça? Oui, alors nous, on est sûrement un peu plus petit, mais on a effectivement quand on ne le fait pas systématiquement, mais dans la plupart des intégrations, on parraine chaque employé intégré. Donc, cette personne peut avoir une sorte de parrain, exactement comme tu le décris, je crois, euh, qui n'est pas son manager. Et volontairement, on fait en sorte que ce soit pas le manager, parce que déjà, on n'est pas sûr d'avoir un manager Content Square. Et en plus, bah, c'est bien parce que ça donne un petit peu ça crée une relation un peu différente de manager-managé. Ça, c'est une pratique effectivement qu'on a mis en place, qui est une bonne pratique. Euh, Nous, on organise aussi quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est on organise beaucoup de séminaires. Alors, c'est pas juste pour le principe d'organiser un séminaire. On a développé une petite méthode en interne qu'on appelle le master plan, et qui nous permet en fait de réunir les équipes pour les faire réfléchir à une vision commune. Donc on les fait travailler sur leur vision à 3 ans, sur leur vision à 1 an, et sur les priorités, les résultats à atteindre pour voilà, rendre cette vision possible. Euh, et ça, c'est des éléments qui ont énormément plu dans le cadre des acquisitions parce que je me rappelle par exemple 2 ou 3 boîtes avec lesquelles on a organisé avec l'équipe fondatrice des rendez-vous comme ça, soit juste avant, soit juste après le closing. Et en fait, le fait de prendre 2 ou 3 jours et pour vraiment se focus là-dessus, et par exemple de prendre 2 ou 3 heures pour écrire une phrase qui s'appelle la vision court terme ou la vision moyen terme d'une intégration réussie, euh, c'est extrêmement utile. Et en fait, on se rend compte souvent que on s'était pas super bien compris en fait. Ou alors qu'il y avait des choses qu'on avait interprétées un petit peu de façon différente. Donc, moi, je crois beaucoup à ces moments de pause et de mise au vert pendant plusieurs jours, euh, avec les bonnes personnes pour des moments d'alignement assez profond sur des éléments de vision et des éléments de planification. Et nous, on fait ça beaucoup chez Content Square. On a même des budgets assez importants dédiés à ça, pour que toutes les équipes, dans le cas d'intégration en particulier, mais pas que, puissent se rencontrer et participer à ces moments. Et dans ce cas-là, il y a qui participe? Qui c'est qui les anime? C'est vous en interne qui avez une force, une task force pour gérer et manager ça, ou vous faites accompagner par des consultants externes? Alors ça dépend, mais souvent on se fait accompagner par des consultants externes. On a en l'occurrence une boîte, bah, la petite boîte que j'ai citée tout à l'heure, qui s'appelle Fly the Nest,
dont c'est un petit peu le métier, hein. C'est cette méthode dont j'ai parlé, elle est basée clairement sur la leur. C'est eux qui l'ont insufflé chez nous. Et ça aide beaucoup d'avoir des personnes externes, justement parce que ça permet de libérer un peu la parole. Euh, et voilà. Pour revenir à un truc concret, on va prendre les 4-5 fondateurs ou dirigeants d'une boîte qu'on va racheter, on va les enfermer pendant 2 jours dans un château forme à côté de Paris, là. Alors on va faire des jeux, on va bien manger, on va en profiter en plus pour faire connaissance et devenir un peu copains. Et puis vraiment, voilà, avoir quelqu'un d'externe qui euh, permet un petit peu de mettre tout le monde sur une sorte de pied d'égalité en disant, attendez, on est là pour faire en sorte que cette intégration soit une vraie réussite, et on essaye de comprendre personne par personne qu'est-ce que ça veut dire une intégration réussie, et on essaye de faire merger un petit peu tout le monde. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des divergences de vues, de perceptions, d'envie, et le plus tôt on les sait, et le mieux c'est, parce que ça nous permet d'anticiper tout un tas de problèmes qu'on aurait pu avoir. Vous cherchez pas à faire ça avant un deal? Ça pourrait pas être une raison pour laquelle vous ne fassiez pas un deal d'ailleurs? Ça nous est arrivé de le faire avant, ça nous est arrivé de le faire après. Quand on l'a fait avant, c'est justement parce qu'on sentait que ça pouvait être, ça pouvait, les premières études nous montraient que ça allait être une intégration sûrement un peu plus challenging que les autres. Donc on a voulu faire ça avant. Quand on est un peu plus pas optimiste, mais qu'on est un peu plus sécure, je dirais, sur ça, on peut décider de le faire après, aussi pour des questions de temps. Euh, pour que le travail soit bien fait, il faut quand même mettre les bonnes personnes autour de la table. Des fois, c'est un petit peu de monde. Et avant une acquisition, aussi pour des raisons de confidentialité ou tout un tas de raisons, c'est pas si évident que ça à faire. Mais ma recommandation, ce serait de le faire autant que possible et le plus en amont possible, parce que je suis d'accord avec toi, c'est qu'une des conclusions pourrait nous amener à ne pas faire un deal. Petite précision, l'équipe PMI chez vous et l'équipe M&A, c'est combien de personnes au total? Alors l'équipe, en gros, c'est 3 personnes et 3 personnes. Derrière, quand vous faites une acquisition, j'imagine que parfois il y a une conduite du changement à faire dans la cible, mais aussi chez vous, et notamment la formation de vos équipes à des nouvelles technos. Ça se passe comment? Alors oui, il y a beaucoup de conduite du changement. La première, c'est d'accepter de faire de la place. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait des acquisitions, et notamment quand on fait des acquisitions, on fait rentrer plusieurs centaines de personnes, donc ils vont quand même avoir un impact assez fort sur notre organisation. Nous, on a à cœur de positionner les meilleurs sans avoir de chasse gardée pour Content Square. Je pense que ça, notre équipe l'a compris à travers les différentes intégrations. On peut même avoir des C-level qui vont devoir céder leur place parce qu'on veut positionner des C-level issus de l'entreprise cible. C'est une question de mettre les gens les plus performants, les plus compétents, les plus expérimentés. Et puis aussi, c'est aussi de laisser de la place pour faciliter aussi l'intégration. Donc ça, c'est, je pense, peut-être l'élément le plus important qui peut impacter le plus notre équipe, c'est les changements d'organisation et les changements de leadership issus d'une intégration. Euh, Après, oui, ben, on a quand même pas mal d'équipes. Nos équipes PMI sont en plus soutenues par une équipe en parallèle qui est en gros une équipe de directeurs de projets et de projets stratégiques, donc des gens très capés, très expérimentés qui viennent de cabinets de conseil en strat et qui nous aident à monter vraiment tous les projets, tous les programmes d'intégration qui ciblent les équipes rachetées, mais aussi nos propres équipes, comme tu le disais, parce que parfois il faut les former, il y a beaucoup d'efforts, surtout qui est fait sur les équipes, enfin par une équipe chez nous qui est l'équipe d'enablement, sur toute la partie business. C'est parce qu'il faut former le marketing, il faut former les sales, il faut former le customer success.
à la promotion, la vente et l'accompagnement de nos clients sur des nouveaux produits. Au moment où vous allez faire une acquisition, justement, vous présentez avant l'acquisition vos playbooks et vos process à la cible pour s'assurer aussi qu'il y a potentiellement un fit ou pas? Objectivement, non, je pense pas. J'ai pas souvenir qu'on ait fait ça, en tout cas jamais dans des niveaux de détail. Ça peut être, c'est plus une présentation de l'organisation, effectivement, des grands process dans la boîte, mais on n'est jamais rentré, non, dans des niveaux de détail trop fournis à ce niveau-là, peut-être à tort d'ailleurs. Mais non, on n'a jamais ressenti forcément le besoin de rentrer dans ce niveau de détail. C'est généralement des choses qu'on voit après. On arrive au bout de notre épisode. Et avant de conclure, est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques que tu souhaites partager? Et puis un peu, quels seraient aujourd'hui des sujets qui vous intéressent particulièrement en termes d'acquisition? Alors pour répondre d'abord à ta deuxième question, là on est plus dans une phase où on est en train de faire une double intégration de deux boîtes assez importantes. Là, on a 400 personnes d'un côté, 250 de l'autre. Donc là, j'ai tendance à dire à Jonathan, soufflons un petit peu, regardons le marché, mais soufflons un petit peu. Euh, on regarde quand même ce qui se passe sur la partie AI, hein, puisqu'on est persuadé que ça va révolutionner aussi notre marché. Et puis, sur d'autres segments de notre offre produit, on continue à regarder le marché, mais je dirais quand même, on est quand même à un moment où on souffle un petit peu. Enfin, on souffle un petit peu. On est très, très, très focus sur une double intégration assez massive. Et donc, on n'est pas en mesure de faire une autre intégration à très court terme. Donc, pour l'instant, on est plutôt en phase de réflexion par rapport à ça. Euh, non, si j'avais juste un élément à ajouter, c'est ce que j'ai déjà dit un petit peu, c'est que je pense vraiment qu'il faut passer beaucoup de temps à apprendre à se connaître. Ça passe en partie par les dirigeants, l'équipe dirigeante, euh, et des fois un meeting ou même des rendez-vous un peu classiques ne permettent pas de le faire. Donc c'est pour ça que moi je propose toujours cette mise au vert. On va se mettre au vert, on fait rien d'autre, on éteint son ordinateur, on est focalisé sur notre projet d'acquisition ou d'intégration et on apprend à se connaître et on apprend à se connaître humainement pour voir si on a vraiment envie de bosser ensemble parce que l'intégration d'une boîte c'est quand même un challenge énorme. C'est énormément de travail, de sueur et de complexité. Il faut vraiment, je dirais, avoir des atomes crochus minimum pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien. Et puis l'autre élément, c'est que peut-être le dernier élément, c'est euh, on peut décider de racheter une boîte et de pas l'intégrer tout de suite. Nous, c'est ce qu'on a fait par exemple avec Hotjar, conscient que ils étaient quand même sur un modèle d'organisation très différent de nous, avec une culture d'entreprise différente de la nôtre. Et du coup, on s'est dit tout de suite, pendant 2 ans, il va rien se passer. Chacun va continuer à développer son business, chacun de son côté, et on va apprendre à se connaître. On va bosser ensemble, on va se préparer. Et là, on a pu lancer l'intégration au bout de 2 ans, en étant clair sur comment on allait faire ça de la meilleure des façons. Hotjar, si ma mémoire est bonne, c'est des Italiens, c'est ça, hein? Alors NoHotjar, c'est une boîte qui est née à Malte. Le Malte, voilà. fondateur était maltais, mais il en a fait très vite une boîte globale, puisque c'est une entreprise où tous les salariés sont en full remote, ils ont 0 bureau, et ils sont des salariés de plus de 60 pays, nationalités différentes, présents sur tous les continents. Donc c'est une boîte extraordinaire, avec une culture dingue, et surtout un modèle d'organisation assez unique. Et du coup, vous pouvez éventuellement puiser dans sa culture et ses modèles d'organisation pour faire évoluer Content Square? Oui, complètement, je pense que ça a accéléré notre ouverture au full remote, complètement. Et puis surtout, c'est une boîte qui a développé un modèle d'organisation extrêmement fort, justement pour faire travailler des gens en full remote de façon ultra efficace. Et donc, dans mon équipe opération, j'ai récupéré l'équipe opération qui s'appelle Remote Operation de Hotjar, justement pour qu'ils puissent
nous aider à nous améliorer chez nous, Content Square, sur l'optimisation de l'expérience des employés qui travaillent de chez eux et qui travaillent avec des gens qui sont basés au bureau. Donc comment est-ce qu'on arrive à rendre toute cette expérience de personnes qui sont parfois au bureau, parfois à la maison ou parfois même en déplacement, la plus heureuse et la plus efficace possible. Dernière petite question, quand tu parlais de la mise au vert, euh, la bonne taille d'équipe pour se mettre au vert, c'est combien de personnes d'après toi? Oh, faut pas que ce soit trop nombreux, mais si c'est, alors c'est beaucoup plus facile quand on est entre 7-8 et 15-20. Ça reste des tailles où c'est facile à gérer. Ça nous est arrivé de monter à beaucoup plus, hein, à 40, 50, 60. Par contre, ça nécessite, là, pour le coup, d'être vraiment accompagné, de prendre des consultants externes pour aider vraiment à super bien structurer euh, les agendas et le travail. Mais ça peut être tout aussi réussi et productif. Super. Écoute, Nicolas, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Si des personnes veulent te contacter, quel est le meilleur canal? Alors, mon mail, c'est nicolas.fritz@contensquare.com. Eh ben génial, super. Bah, Nicolas, je te remercie et à très bientôt Merci, en à bientôt. présentiel, j'espère. Je t'en prie, à bientôt.